Je suis Odette. Et moi Julien. Le thème est la sauvagerie. Nous avons tendance à voir dans notre culture la seule culture possible, à faire d'une culture particulière une civilisation universelle. Un tel usage de la notion de civilisation, que Claude Lévi-Strauss appelle ethnocentrisme, nous conduit à rejeter hors de la culture, dans la nature, tous les hommes qui n'ont pas les mêmes mœurs que les nôtres, et à les considérer comme des sauvages ou des barbares. Des cannibales. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître, fait une grande assemblée de ses connaissants, il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même, et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par géhenne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais encore vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pisait, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé. Doctrine de ceux qui s'opposent à la vulgarisation de la culture, parce qu'ils considèrent que certains hommes sont incapables de parvenir à une connaissance rationnelle. La difficulté n'est pas là. Si nous jugeons les accomplissements des groupes sociaux en fonction de fins comparables aux nôtres, il faudra parfois nous incliner devant leur supériorité, mais nous obtenons du même coup le droit de les juger, et donc de condamner toutes les autres fins qui ne coïncident pas avec celles que nous approuvons. Nous reconnaissons implicitement une position privilégiée à notre société, à ses usages et à ses normes, puisqu'un observateur relevant d'un autre groupe social prononcera devant les mêmes exemples des verdicts différents. Dans ces conditions, comment nos études pourraient-elles prétendre au titre de science ? Pour retrouver une position d'objectivité, nous devrons nous abstenir de tout jugement de ce type. Il faudra admettre que, dans la gamme des possibilités ouvertes aux sociétés humaines, chacune a fait un certain choix et que ces choix sont incomparables entre eux, ils se valent. Mais alors surgit un nouveau problème, car si, dans le premier cas, nous étions menacés par l'obscurantisme sous forme d'un refus aveugle de ce qui n'est pas nôtre, nous risquons maintenant de céder à un éclectisme qui, d'une culture quelconque, nous interdit de rien répudier, fût-ce la cruauté, l'injustice et la misère contre lesquelles proteste parfois cette société même, qui les subit. Et comme ces abus existent aussi parmi nous, quel sera notre droit de les combattre à demeure, s'il suffit qu'ils se produisent ailleurs pour que nous nous inclinions devant eux ? Ok. Toutes les traditions intellectuelles, y compris la nôtre, ont été confrontés à cette difficulté. Les peuples qu'étudient les ethnologues n'accordent la dignité d'une condition véritablement humaine qu'à leurs seuls membres, et ils confondent les autres avec l'animalité. On rencontre cet usage, non seulement chez les peuples dits primitifs, mais aussi bien dans la Grèce antique que dans l'ancienne Chine et l'ancien Japon où, par un curieux rapprochement qu'il faudrait approfondir, les langues des peuples qualifiés de barbares étaient pareillement assimilées au gazouillement des oiseaux. On ne doit pas oublier, en effet, que pour l'humanisme antique, la culture, dont le sens premier, resté longtemps le seul, se rapporte au travail de la terre, a pour but de perfectionner une nature sauvage, que ce soit celle du sol ou de l'individu encore en friche, perfectibilité qui, dans le dernier cas, libère l'individu des servitudes mentales inhérentes à son passé et à son groupe, et lui permet d'accéder à l'état civilisé. Même l'ethnologie encore à ses débuts n'hésite pas à ranger les peuples qu'elle étudie dans des catégories séparées de la nôtre,
les mettant au plus près de la nature, comme l'implique l'étymologie du terme sauvage et, de façon plus explicite, l'expression allemande Naturvolke, ou bien hors de l'histoire, quand elle les dénomme primitifs ou archaïques, ce qui est une autre façon de leur refuser un attribut constitutif de la condition humaine. Depuis ses débuts au commencement du XX siècle jusqu'à la première moitié du XXe, la réflexion ethnologique s'est largement consacrée à découvrir comment concilier l'unité postulée de son objet avec la diversité, et souvent l'incomparabilité de ses manifestations particulières. Il fallut pour cela que la notion de civilisation, connotant un ensemble d'aptitudes générales, universelles et transmissibles, céda la place à celle de culture, prise dans une nouvelle acception, car elle dénote alors autant de styles de vie particuliers, non transmissibles, saisissables sous forme de production concrète, technique, mœurs, coutumes, institutions, croyances, plutôt que de capacités virtuelles, et correspondant à des valeurs observables au lieu de vérité ou supposées telles.